Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, au programme pour nous, vous le savez, l'éducation aux écrans, l'éducation à l'information et aux médias, ça s'apprend. On continue à égrener les épisodes de la famille Tout écran, notre série avec le Clémy. Il a une idée derrière la tech, il en a même fait tomber son hoodie, c'est Gaël Musquet. Gaël, aujourd'hui, tu nous parles du système de positionnement par satellite. Oui, tout à fait. On est devenus tous dépendants de ces systèmes de positionnement. Plus d'un tiers des recherches sur les téléphones mobiles concernent une localisation. Je vais expliquer un peu comment on en est arrivé là et puis comment on peut se passer de tous ces systèmes de positionnement. Exactement. En tout cas, on ne peut pas s'en passer. C'est le sujet de notre question du jour. Parce que les enquêtes se succèdent, mais elles se ressemblent malheureusement. Le niveau en orthographe des élèves est en baisse. Et selon la dernière étude du projet Voltaire, seuls 56% des 15-25 ans en maîtrisent les règles. Alors, au-delà des constats, quelles solutions? Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux enseignantes, entrepreneuses et autrices qui ont le bécherel chevillé au corps. Aude Denisot, vous êtes l'autrice de Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Bonjour à vous. Bonjour Marjorie Paillon. Et puis Aude Guénaud, cette fois-ci, fondatrice de Plume, ancienne enseignante aussi, autrice notamment de Le pouvoir de l'écriture, la méthode qui va enchanter l'écriture de vos enfants. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, pour mieux apprendre à pouvoir maîtriser notre consommation du numérique, on aime bien allier l'humour et les bonnes pratiques. Du Clémy, la famille Tout écran, épisode 10, c'est parti. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie? C'est facile, je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je l'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. T'as déjà réussi à débusquer des fake news comme ça, Gaël? Oui, malheureusement, récemment, avec mon fils, il n'y a pas longtemps, il est encore puni, il n'a plus de téléphone. Damienne, si tu nous écoutes, on est là pour toi, ne t'inquiète pas, ton père est avec nous en plateau. Mais tout de suite, on ouvre notre talk. Pourquoi le niveau en orthographe des élèves en France ne cesse de baisser et surtout, quelles sont les solutions? On en parle. Et quand on parle justement de baisse du niveau en orthographe, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle d'une absence de maîtrise de la langue, de la syntaxe, des impropriétés? Aude Denisot, vous êtes l'autrice de Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Le constat, il est fait dès le début de votre ouvrage, mais encore une fois, pour qu'on comprenne bien les termes, on parle de quoi quand on parle de baisse du niveau de langue? Je crois que malheureusement, c'est une baisse générale. Il y a ce qu'on appelle l'orthographe au sens strict, c'est-à-dire l'orthographe d'usage, comment s'écrivent les mots. Et puis aussi des difficultés de grammaire. La grammaire n'est plus maîtrisée. La syntaxe, l'organisation de la phrase n'est pas comprise. La ponctuation n'est pas maîtrisée. Et enfin, le vocabulaire, lui non plus, n'est pas maîtrisé. Il y a beaucoup de confusion sur le sens des mots. Donc c'est tout l'écrit qui est concerné par cette baisse du niveau. Donc c'est vraiment global. Aude Guénaud, vous avez été pendant
longtemps enseignante, 14 ans dans l'éducation nationale. Vous êtes mis en disponibilité en 2018 pour créer Plume, votre solution, votre réponse justement à cette baisse du niveau en orthographe. On va revenir dans un instant à l'application en elle-même. Mais d'abord, cette solution, elle est partie d'un dépit, le dépit de voir des élèves dont le niveau baissait d'année en année? Oui, en fait, donc Plume, c'est une application d'adaptive learning en fait, qui permet à tous les enfants de progresser en expression écrite grâce à la complétion d'histoire, grâce à des défis d'écriture et surtout grâce à la mise en place d'une pédagogie vraiment différenciée. Le constat que j'avais, c'était que dans ma classe, j'avais 30 élèves et qu'il y avait une multitude de parcours, une multitude aussi de vécus par rapport à l'orthographe, par rapport à l'écriture. Il m'était hyper difficile, en fait, de proposer à chacun exactement ce dont il avait besoin. Et c'est pourquoi on a créé un outil numérique qui permet de prendre en charge cette différenciation pédagogique. Et on va y revenir justement en détail dans un instant. Mais d'abord, donc, quand on parle de cette non-maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe, quand on emploie aussi des impropriétés, c'est-à-dire qu'on utilise un mot à la place d'un autre, il faut finalement se dire que c'est la faute à qui, Aude Denisot, ou plutôt à quoi? Dans votre livre, encore une fois, pourquoi les étudiants ne savent-ils plus écrire? Vous incriminez direct la photocopieuse. Alors ça, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle ou pas, d'ailleurs, pas pour les photocopieuses, ni pour la raison pour laquelle elle est incriminée, mais vous dites que l'usage intensif de la photocopie en classe depuis les années 80 a finalement fait perdre cette habitude de savoir, ne serait-ce que recopier, orthographier correctement, labelliser correctement ces mots. Une merveilleuse machine à distribuer des feuilles aux enfants, dites-vous. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a 2 chiffres qui résument parfaitement la situation, c'est 12 et 50. L'enfant, pour un même exercice, va écrire 12 mots dans une fiche photocopiée, un exercice à trous, et 50 s'il fait exactement le même exercice dans son cahier. Et le problème de la photocopieuse et des fiches qu'elle permet de photocopier est là, c'est que ça prive l'enfant d'occasion d'écrire des phrases complètes, structurées, ponctuées, avec beaucoup de vocabulaire. Ouais, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, Aude Guénaud. Donc on peut se dire qu'en effet, le fait de pouvoir recopier un exercice avant d'avoir accès à la photocopie était finalement quelque chose de simple, mais de fort utile. Tout à fait, et on voit dans les études en neuropsychologie comment l'habileté motrice, en fait la motricité fine, participe complètement du développement neuronal des enfants et de cet accomplissement vers l'abstraction de l'écriture qui ensuite mènera vers l'écriture tapuscrite. Mais il est évident que l'écriture manuscrite est un préalable fondamental pour le développement de la bonne orthographe et de l'écriture chez les enfants. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, après la photocopieuse, accuser les réseaux sociaux de balayer les règles de l'orthographe et de la conjugaison? Qu'est-ce qu'il faut incriminer ensuite? Parce qu'évidemment, cette déperdition de la maîtrise de l'orthographe, elle a suivi les évolutions technologiques et des pédagogies adoptées en classe. Les correcteurs d'orthographe, il faut les bannir. Les SMS, les réseaux sociaux, là aussi, attention, Denisot. Non, je crois qu'il ne faut rien bannir, il faut vivre avec son temps, mais précisément parce que les jeunes utilisent beaucoup ces réseaux sociaux dans lesquels, et c'est tout à fait normal, ils ne s'expriment pas suivant les règles de français, comme ils le font à l'oral aussi, eh bien c'est une raison supplémentaire pour insister sur un écrit bien structuré à l'école. Bien structuré à l'école, mais surtout, au-delà même de l'habitude de l'écrit, est-ce qu'il n'y a pas quand même un changement de l'attention même de ces élèves, de ces étudiants? Parce que quand on écrit en SMS, c'est parce qu'on veut aller vite, parce qu'on va avoir une réponse rapide. Est-ce que c'est contradictoire avec l'effort même de l'apprentissage de l'écriture, de l'apprentissage de l'orthographe? On est dans un temps long finalement avec ces fondamentaux en matière d'orthographe, alors qu'on va aller dans un temps très court avec le langage SMS, Aude Denisot. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment 2 écritures parallèles. C'est vrai que le problème avec l'écrit traditionnel, c'est qu'il demande du temps, il demande une relecture, il demande beaucoup d'attention. Il impose de se poser en permanence des questions. Est-ce que je dois mettre un S? Comment j'accorde? Où est le COD? Etc. Et ce sont des réflexes que nous n'avons pas
en tout cas que les jeunes n'ont pas lorsqu'ils écrivent sur les réseaux sociaux et sur les mini-messages. Alors du coup, est-ce que c'est antinomique, Aude Guénaud, de proposer une solution EdTech, une solution numérique, pour mieux se réapproprier l'orthographe? Ben, ça ne l'est pas, heureusement. D'une part, parce qu'en fait, il y a comment dirais-je, quelque chose de contre-intuitif avec l'apprentissage de l'écriture. C'est que plus on apprend l'écriture et plus, en fait, on a besoin de continuer à l'apprendre. En fait, on ne devient jamais un expert. Même quand on est un adulte, on ne devient jamais un expert de l'écriture. On a toujours besoin de cheminer vers l'apprentissage de l'écriture. Donc, je pense que c'est très important de proposer, en fait, différentes voies d'apprentissage de l'écriture. Sur Plume, on peut écrire à la main. Parce que c'est très important, hein, par la prise de photos, etc. Il y a des enfants qui n'ont pas la capacité d'avoir la charge cognitive de passer à l'écriture tapuscrite. D'ailleurs, rappelons qu'au cycle 3, il y a une compétence qui s'appelle écrire avec le numérique, hein, qui est très importante, qui permet aux enfants aussi de comprendre comment on peut utiliser le numérique au service du déploiement de son intelligence, plutôt que de subir des pratiques qui ne sont pas des bonnes pratiques. Donc, ce que vous décriviez, le correcteur orthographique sans aucune réflexion, etc. Donc, il faut introduire du numérique au service des enfants, de leur développement. Et en fait, le numérique pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui peut nous permettre de progresser et progresser dans la prise en charge de tous nos élèves. Oui, parce que Deniso, vous tapez un peu quand même, hein, soyons francs, dans le livre, sur les technologies qui se sont succédées sur les bancs de l'école, mais vous n'êtes pas technophobe pour autant. Faire entrer l'EdTech dans les cours, dans le parcours pédagogique, c'est pas antinomique non plus pour vous. Pas du tout. Et ce qui me plaît beaucoup avec Plume, c'est que précisément, les enfants vont être amenés à écrire des phrases entières, des textes complets, des livres entiers. Et c'est aussi très valorisant pour l'enfant, beaucoup plus qu'une fiche photocopiée avec des trous qu'on va remplir. On a beaucoup moins la satisfaction d'un effort et d'un travail accompli qu'avec un texte En fait, complet. le sujet avec l'écriture, c'est que, en fait, ça nécessite une planification importante pour l'enfant. Donc, c'est absolument nécessaire de proposer un projet littéraire concret, qui est la réalisation d'un livre. Et en fait, ce que vous décriviez, qui est le goût de l'effort, qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la réalisation concrète d'un livre pour un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il va comprendre que l'écriture a du sens et c'est le moyen pour lui d'exprimer son rapport au monde via un livre qu'il va montrer à sa maîtresse, qu'il va montrer à ses parents, etc. Et c'est le sens même de l'écriture. On écrit pour dire qui on est, on n'écrit pas pour être évalué, ça n'a pas de sens. Et les enfants sont comme nous de ce point de vue-là. Ils veulent dire leurs rêves, ils veulent dire leurs convictions et ils veulent s'approprier ce qui les entoure. Et c'est aussi une façon, vous le disiez, de pouvoir avoir ce prisme, cette porte ouverte sur le monde. L'orthographe, c'est pas juste pour vous embêter des règles grammaticales, des règles de syntaxe, mais c'est aussi le fait de se donner une chance dans la vie. Parce que quand des enfants, dès le départ de leur parcours scolaire, vont moins bien maîtriser ces fondamentaux-là, ça les fuit tout au long de leur vie, de Niso. Oui, c'est très handicapant, c'est très difficile de rattraper un niveau qui n'a pas été acquis parce qu'il y a un phénomène de sédimentation des erreurs. Les élèves et puis plus tard les étudiants ont pris l'habitude de ne pas faire attention, donc c'est un travail très long pour eux qu'ils doivent mener parallèlement à leurs études et un travail indispensable parce que sinon ils n'ont pas la carrière qu'ils pourraient avoir. Et dans le domaine juridique, c'est essentiel. On ne peut pas avoir un notaire, un avocat qui présente un écrit avec des fautes. Et c'est même souvent la crédibilité de l'institution de la justice qui est en jeu. Oui, puisque je rappelle que votre enseignement de départ, c'est justement celui du droit. Vous êtes enseignante justement sur cette très belle matière. Vous êtes aussi l'autrice d'autres ouvrages sur ces sujets en particulier. Une erreur d'orthographe au tout début, à l'école primaire,
ça peut valoir le fait d'avoir une moins bonne employabilité des années plus tard, Aude Guénaud? Exactement, parce que ce dont on parle là, ce sont des mécanismes de révision qui font partie du processus global de planification et de passage à l'écrit. Et ces automatismes, en fait, ils sont naturellement ancrés chez les enfants quand on les met correctement en place. Et ensuite, ils deviennent très coûteux cognitivement. Donc, c'est plus difficile pour un adulte d'accéder à ces mécanismes de compréhension et de remédiation en fait, de l'écrit que lorsqu'on est un enfant. Et malheureusement, on a des témoignages de parents qui nous disent chez Plume, en fait, j'aurais adoré avoir votre outil parce que encore aujourd'hui, j'ai peur d'écrire en fait. C'est quelque chose qui me fait peur et parfois j'ai honte aussi dans des situations où je dois écrire à mon collègue, etc. Ça m'est difficile parce que je ne suis pas sûre de moi en fait. Le non-maîtrise de l'orthographe, ça peut devenir un stigmate social à ce point-là, Aude Denisot? Ah oui, tout à fait. Le regard des collègues, des supérieurs hiérarchiques est en effet décisif. Et puis au-delà, dans la vie sociale que nous menons, nous sommes encore dans une société où l'orthographe a beaucoup d'importance, où c'est un marqueur social. Aude Guénaud. En fait, paradoxalement, on est dans une société qui développe et valorise de plus en plus l'écrit, notamment avec le développement du travail asynchrone. Aujourd'hui, vous allez écrire de plus en plus sur des outils de communication et ne pas savoir écrire, c'est quelque chose qui va de plus en plus pénaliser. Donc c'est pourquoi c'est un enjeu sociétal fort de permettre aux enfants d'aimer l'écriture pour se développer harmonieusement à l'écrit et ensuite développer toutes les compétences nécessaires. Parce qu'on va essayer de remettre un peu d'espoir quand même sur ce plateau. Oui, il faut savoir maîtriser l'orthographe, la syntaxe, la langue dans laquelle on s'exprime, mais parce que justement, ça ouvre un univers de possibles. Je reviens juste un instant sur ce qu'on était en train de se dire, parce que ça veut dire quoi pour les enfants de 10 ? Eh bien justement, pour les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages, le sujet du numérique est très intéressant car il permet de mettre en place des dispositifs d'accessibilité. Plume est labellisé par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2021, justement pour ces dispositifs d'accessibilité sur lesquels on travaille. Et on se rend compte que mettre un enfant dans des bonnes dispositions pour écrire et adapter la plateforme pour cela, ça aide en fait tous les enfants. Donc, c'est très important de le faire et on a des résultats qui sont très intéressants. Ces enfants sont tout à fait en capacité d'écrire des histoires quand on leur propose les fonctionnalités qui les mettent dans une bonne démarche. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui est entendable sur les générations qui suivent, Aude Denisot? Les étudiants, les étudiantes auxquels vous avez affaire aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir réapprendre quand ils avaient des troubles de l'apprentissage ou des troubles dyslexiques ou autres troubles 10, de pouvoir se réorienter? Il y a des solutions à tout âge quand même. Oui, bien sûr, mais avec beaucoup d'efforts, ce qui est normal. C'est-à-dire que les efforts qui n'ont pas été faits petits, eh bien, il faut les faire plus grands. Et je suis d'accord, j'ai la sensation que c'est encore plus difficile quand on est plus âgé parce qu'on n'a pas acquis ces réflexes de faire attention. On a gagné très légèrement en vitesse d'écriture, alors que le jeune enfant écrit lentement, ce qui lui donne peut-être plus de temps pour réfléchir. Donc voilà, oui. Heureusement, des solutions sont possibles, tout à fait. On va envisager les solutions dans un instant. D'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Gaëlle, je suis sûre que tu te demandes quelles sont les vidéos, quelles sont les images, quels sont les sons qui ont été rassemblés par Cheryl Jessica Isengay. Toujours un peu de curiosité et surtout un peu de... J'aime beaucoup en fait ce travail de Cheryl que j'attends, qui est toujours avant ma chronique, ce moment où je me repose un peu pour réviser. Voilà. Oh c'est moche. On le répétera, on l'amplifiera. Tiens, moi j'ai très envie de regarder le zap, alors on y va. C'est le zap. Say, dance for me, oh, oh.
Okay, Father, let's clap for this one, please. And everyone, Father, let's clap for this, please. What about you? Bueno, sí. ¡Mira quién llegó! Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Aude Denisot, enseignante, autrice de Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire. Je crois que c'est chez Henrik B. Éditions, pour être tout à fait complète. Toujours en compagnie aussi d'Aude Guénaud, fondatrice de Plume, ancienne enseignante là aussi, autrice du Pouvoir de l'écriture, la méthode qui va enchanter l'écriture de vos enfants. Dans un instant, justement, on revient à ces questions du désamour des jeunes et de l'orthographe, mais on va trouver des solutions. Oui, il y en a, vous le verrez. Mais d'abord, je ne sais pas si Cheryl Jessica Essengay voudrait qu'on aille faire un tour du côté des idées de Gaël Musquet, mais allez, on va quand même le faire. C'est une bonne idée quand même d'aller voir ce que tu vas nous proposer. Allez, oui. Je dis oui, parce qu'on va avec toi revenir sur les systèmes de positionnement par satellite. Tout à fait. On parlait de l'écriture, qui est une compétence que doivent acquérir les enfants, et puis qui les poursuit évidemment tout au long de leur scolarité et puis de leur travail. Mais ce qu'ils savent aussi se repérer. Ça, c'est une des choses qui m'a profondément marqué au moment du confinement. Je me suis rendu compte que les enfants ne savaient pas trop où ils habitaient. Ils connaissaient l'odonyme, donc la phrase qui décrit son adresse, le code postal, la ville, le département. Mais une fois sortis de ça, ils ne savaient pas où se levait le soleil, où était l'Est, le Nord, le Sud, quelques constellations, quelques étoiles de référence. C'est-à-dire que tu étais leur boussole. J'ai un très mauvais sens de l'orientation, donc je ne suis pas forcément la personne la plus pour pertinente. un géographe et cofondateur d'OpenStreetMap, on est bien. Justement, je compense mon handicap avec la cartographie. C'est vrai que Google Maps est l'application la plus téléchargée et la plus utilisée. Ces moteurs de recherche aujourd'hui qui sont utilisés, il faut savoir que plus de 30% des recherches plus de 33% des recherches sur les téléphones mobiles concernent une localisation. On en a besoin pour tout, faire nos courses. C'est tellement utilisé que d'autres applications vont utiliser ces services de localisation pour pouvoir nous rendre service. Et parfois nous traquer aussi d'ailleurs, vraiment comme ça, sans y toucher. Ça veut dire quoi? Qu'on est devenu dépendant de nos téléphones portables, surtout de nos smartphones, pour pouvoir nous positionner? Complètement, en fait, on a, comme pour l'écriture, on a délégué une partie de ce positionnement, de ce sens d'orientation à des machines qui sont là pour nous aider, et c'est très bien. Mais pour savoir comment on en est arrivé là, on va retourner aux origines du GPS, le Global Positioning System, qui est né aux États-Unis. On peut englober toutes ces constellations de positionnement dans un nom générique qui s'appelle le GNSS, qui est en fait l'ensemble de toutes ces constellations. Tous les empires, tous les États ont voulu se doter à leur tour de cette constellation. Ce système est né en 1973. Donc, un an après le dernier homme qui soit parti sur la Lune, les prototypes ont été lancés en 1978 par le département de la Défense américaine. Et ce n'est qu'en 1993, soit 20 ans plus tard, que la constellation GPS est devenue opérationnelle, puis libéralisée au début des années 2000, suite au crash aérien qui a touché malheureusement Korean Airlines, le vol 007, qui a poussé le gouvernement américain à libéraliser pour le civil ce système, aider évidemment tous les secteurs d'activité à se positionner. D'ailleurs,
Notre illustre Gustave Ferrier, qui a fait l'objet d'une chronique précédente, Je m'en souviens. Moi, j'étais là. Je n'ai que ça à dire. Et j'ai écouté, Cheryl, ta chronique à ce moment-là. C'est un homme, en fait, qui a aussi travaillé à la propagation du temps, qui a beaucoup œuvré au Bureau des longitudes, qui est l'institution encore aujourd'hui qui définit ce que c'est qu'une latitude et une longitude. Et évidemment, sont nés de ses travaux le GLONASS russe, le Galiléo européen, le Navik indien, le QZSS japonais et le Baidu chinois. J'ai rêvé de faire cette chronique. Suite aux questions qui m'ont été posées depuis les années 2000 où j'utilise cette constellation. Je la dédicace d'ailleurs, suite à vos interventions, mesdames, à ma prof de français, Madame Limol, qui a beaucoup œuvré toute ma scolarité au collège pour que je m'exprime et que j'écrive correctement. Bonjour, Madame Limol. Et je prends plaisir aujourd'hui à écrire ces chroniques de mes mains pour que tu puisses les avoir et qu'on puisse Elles sont là. Je vous travailler. les montre, hein. On vous dit tout dans cette émission, c'est terrible. Vous n'aurez plus aucun secret de l'école. Voilà, j'écris toutes les semaines pour ces chroniques et c'est un plaisir. J'ai retrouvé goût à écrire au moins une page pour ces chroniques. Et en fait, les questions qu'on me pose depuis le début du GPS, que je travaille sur ces systèmes, c'est elle est où la dame qui parle? Est-ce que ces satellites me suivent? Comment le satellite sait où je suis? Je vous passe un peu toutes ces questions un peu cocasses auxquelles j'ai eu droit. Mais qui sont assez terre à terre. En fait, enfin, c'est terre à terre. C'est pas forcément une bonne idée pour les satellites, mais bref, qui sont très légitimes. Moi, j'aurais posé les mêmes. Et donc, ces satellites, ils fonctionnent tous de la même manière. Ce sont des horloges atomiques qui sont à entre 20 et 25 000 km d'altitude, qui transmettent le temps. C'est d'ailleurs pour moi une des plus grandes réussites de l'open data. C'est une donnée libre qui va traverser l'espace, 25 000 km, pour arriver sur nos terminaux. Et en fonction du décalage horaire qu'il y a entre le satellite et nos téléphones, on va calculer la distance entre le téléphone et le satellite. Comme on le fait sur tous les satellites et qu'on sait où ils sont à partir d'éphémérides, le téléphone en déduit notre position, notre vitesse, notre altitude et notre cap. Waouh. Mais du coup, alors attends, si je suis bien et si je suis dans la lignée de ces questions-là, simples mais efficaces, si on coupe le système de position par satellite, comment est-ce que je fais, moi, pour me positionner? En gros, si quelqu'un comme toi venait hacker le système satellite, je fais comment? Et ça arrive. Le conflit ukrainien nous rappelle à quel point ces systèmes sont vulnérables. Aucun système n'est infaillible. Et un des gages de la résilience de ce système, c'est qu'il soit plusieurs et qu'il soit indépendant. Chaque empire ayant voulu se doter de sa constellation, on peut toujours compenser par une constellation qui serait mise en cause. Et c'est déjà arrivé, hein, le Galiléo est tombé en panne en 2019 à cause d'une mise à jour logicielle. Le Soleil, on peut avoir des catastrophes. À cause du mise à jour logiciel aussi, voilà. C'est intéressant. Tout à fait, ça arrive. Et l'armée américaine, hein, le GPS dépend de l'armée américaine. Ouais. L'armée américaine peut, sur certaines zones, c'est le cas en ce moment, pour décider de brouiller ce signal et qu'il ne soit plus opérable. Quand on voit le poids de ces systèmes dans notre économie, on synchronise nos transactions financières, on synchronise nos télécommunications, notre agriculture et les transports sont dépendants de ces systèmes. Quand on voit le poids économique que ça représente, le GPS à lui seul, c'est 12 milliards de dollars pour la constellation, Galiléo, 10 milliards d'euros, GLONASS, 10 milliards de dollars. On se rend compte à quel point ces systèmes sont importants, ne doivent pas tomber en panne et sont cruciaux. Sans eux, la vie sur Terre serait très compliquée. Et donc, la question que tu poses, comment faisaient nos anciens? Oui, je vais te dire, j'y ai répondu comment avant? Avec mes enfants. Pendant le confinement, j'ai acheté ce magnifique sextant d'entraînement. Ils utilisaient les sextants à l'époque. On ne sait plus utiliser, alors même dans la marine marchande aujourd'hui. N'hésite pas à bien nous le montrer. Alors, le sextant, ça ressemble à ça. Ouais. C'est un outil qu'on va utiliser pour viser un astre, donc le Soleil, la Lune, des étoiles ou des planètes. Et on va calculer ici un angle en fonction de l'heure de la journée. Ça va permettre de déterminer sa latitude et potentiellement aussi sa longitude. Avec la petite boussole qui est là et les cartes, nos anciens arrivaient à se positionner. On fait une petite incursion là pour l'IGN, nos amis de l'IGN. On avait ces petites cartes qui nous permettaient en fait de nous repérer. C'est important d'ailleurs, les États y reviennent, les armées y reviennent, les différentes marines y reviennent. En cas de panne de ces systèmes de positionnement par satellite, les armées réapprennent à utiliser les sextants. C'est une manière un peu similaire à l'écriture, donc manuscrite. On revient évidemment à ces outils manuels
analogique pour pouvoir se positionner, utiliser des éphémérides, rouvrir des livres où en fait toutes ces bases de temps sont documentées tous les ans, faire ces petites équations, ces petits calculs avec une petite calculette ou à la main, permettent en fait de redonner du sens un peu à ces technologies. On se rend compte à quel point elles sont importantes, mais à quel point il est aussi important de maîtriser ces outils manuels. Retour aux fondamentaux, vous l'avez compris aujourd'hui dans cette émission, dans cet épisode de l'École du futur, fondamentaux pour savoir se positionner de façon numérique, satellitaire, mais aussi manuelle. Retour aux fondamentaux pour l'écriture et l'orthographe aussi des enfants. On ouvre la deuxième partie de notre talk tout de suite. Alors justement, quelles sont les pistes pour faire réellement progresser les élèves, mieux les préparer à leur vie future? Aude Denisot, dans Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire, vous donnez aussi des pistes et des pistes très concrètes. Oui, la première piste, c'est de modérer l'usage de la photocopieuse, faire écrire davantage les enfants et donc retrouver, de la même manière que la carte, retrouver le cahier, le stylo et le manuel, un manuel bien entendu qui soit bien fait, qui ne soit pas une simple banque de données, mais un manuel qui soit là pour aider l'élève. Je crois qu'il faut, à chaque fois que l'enseignant va donner une photocopie, il faut qu'il s'interroge sur le point de savoir si c'est utile ou si les enfants ne pourraient pas tout simplement recopier l'énoncé, l'exercice, la leçon, le tableau de conjugaison, l'opération aussi, qui doit être plus souvent recopiée entièrement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les solutions pour vous, elles viennent aussi du corps enseignant. Là aussi, vous impliquez vos confrères, vos consoeurs, en les interpellant, comme vous venez de le faire sur les questions des photocopieuses. Pourquoi ne pas plutôt recopier l'exercice plutôt qu'aller faire une photocopie ou privilégier une solution numérique? Ça vient d'eux avant tout. C'est aussi parce qu'ils savent être agiles, adapter leur méthode, que l'apprentissage de cette orthographe ira mieux. Oui, alors bien sûr, les enseignants d'abord doivent rester libres d'utiliser les outils qu'ils souhaitent. Je suis très soucieuse de la liberté pédagogique, mais attention, il faut aussi que le ministère les aide. Pourquoi est-ce que les enseignants font-ils tant de photocopies? Eh bien parce qu'ils doivent finir le programme. Pour finir le programme, il faut aller vite. Et pour aller vite, eh bien la photocopie est idéale. Cependant, c'est une illusion de rapidité, puisque avec les photocopies, les enfants sont moins rapides puisqu'ils ont moins d'agilité dans l'écriture et donc on a un cercle vicieux. Plus on donne de photocopies pour aller vite, moins les enfants sont rapides et plus il faudra donner de photocopies pour terminer les programmes. Donc le changement, il va aussi venir du ministère et des programmes. Et puis les enseignants donnent aussi des photocopies parce qu'ils trouvent que les manuels ne sont pas bien faits. Ouais. Donc la balle est aussi dans le camp des éditeurs. Ce n'est pas normal que sur la quantité de manuels qu'il y a, les enseignants ne parviennent pas à en trouver un qui leur convienne. Ouais, c'est tout un écosystème en fait qu'il faut savoir justement réengager dans cette défense de l'apprentissage de l'orthographe, de la syntaxe, là aussi de la langue. Comment est-ce qu'on fait pour justement responsabiliser l'ensemble de cet écosystème? On va le voir aussi avec vous, Aude Guénaud, parce que vous avez fait le pas, vous avez sauté le pas même, vous êtes passé encore une fois d'enseignante pendant 14 ans dans l'éducation nationale, vous êtes mis en disponibilité en 2018 pour fonder Plume, votre application, une application qui permet justement à ces enfants de reprendre le goût de l'orthographe, de l'écriture notamment. Et vous ciblez 3 publics avec Plume, les élèves, on vient d'en parler, mais aussi les enseignants, et puis les parents. Comment est-ce que vous les aidez à accompagner ces apprentissages ? En fait, le constat qu'on a fait sur la désaffection des enfants autour de l'expression écrite nous a permis de réfléchir au fait que tous les acteurs doivent être rassemblés en fait pour résoudre ce problème aussi important que le niveau de l'expression écrite. Et donc notre volonté, c'est vraiment de proposer un outil unique que l'enfant va pouvoir s'approprier en classe, à la maison, mais aussi éventuellement s'il va chez l'orthophoniste, etc. L'idée, c'est de regrouper tous les acteurs qui prennent part à l'éducation de l'écriture pour avoir un outil unique et pour travailler
l'expression écrite. On sait aujourd'hui que les apprentissages, ils sortent de la classe, hein, et le confinement nous l'a très bien montré. Il y a une porosité désormais avec les apprentissages. Les enfants apprennent partout et tout le temps. Et d'ailleurs, une des grandes inégalités, c'est qu'il y a des enfants qui ont des situations de réinvestissement implicite à la maison que n'ont pas forcément d'autres enfants. Donc le sujet, c'est bien d'avoir une application extrêmement qualitative et extrêmement performante pour permettre à tous les moments de réinvestir des situations d'expression écrite. Donc en fait, c'est pourquoi on a choisi donc d'adresser les enseignants, qui sont bien sûr partie prenante. On a un comité pédagogique, on travaille avec le CNRS, etc. Mais aussi les parents qui parfois sont démunis en fait. La maîtresse les alerte et n'ont pas de solution pour accompagner leur enfant pour progresser en écriture. Ils en ont une avec Plume désormais. Exactement. 35 000 familles, justement, qui font appel à Plume, qui sont sur l'application. 15 000 enseignants qui se sont aussi abonnés via les outils labellisés, ressources numériques pour l'école. Vous embarquez aussi, on vient d'en parler avec Aude Denisot, justement, les éditeurs et les éditrices de manuels scolaires. Exactement. Aujourd'hui, nous, on travaille avec un certain nombre d'éditeurs, notamment Hachette, parce qu'on veut construire des solutions qui soient hybrides et surtout qui soient personnalisables, avec des cahiers d'exercices, mais qui vont plus loin que juste la complétion de fiches que vous décriviez. L'important, c'est de proposer des supports numériques qui vont compléter cette approche où l'enfant va pouvoir s'exprimer et écrire des écrits complexes. En fait, être en capacité d'écrire un écrit complexe, c'est vraiment une attente forte de l'éducation nationale. Et à la fin, le socle commun de compétences et de connaissances vise vraiment à la construction de cette compétence. Et donc, nous, on propose des dispositifs qui sont hybrides et qui vont permettre la personnalisation des apprentissages, mais surtout l'accomplissement de toutes les compétences de l'enfant. Sur l'ensemble, justement, des systèmes éducatifs aussi, j'imagine que vous avez dû benchmarker pour le lancement de Plume, Aude Guénaud, et que vous avez peut-être aussi regardé d'un peu plus près, Aude Denisot, pour votre ouvrage. On se dit quoi? Que la France est la seule dans ce cas-là d'avoir cette baisse chronique du niveau de ses élèves en orthographe, encore une fois, de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur, où il y a d'autres pays dans lesquels ce phénomène se développe aussi, ou à contrario, il y a des pays qui font nettement mieux que nous en la matière. Aude Denisot. Alors moi, ce que j'entends, c'est que c'est partout. J'ai pu échanger avec des collègues colombiens, brésiliens. Le problème existe là-bas aussi. Donc pour l'espagnol, qui peut-être est un peu plus simple au niveau de l'orthographe, puisque toutes les lettres s'écrivent. Non, le constat est le même. Voilà, il y a une baisse du niveau de langue, une baisse du niveau général. Merci qui, encore une fois, Aude Guénaud, merci le SMS, merci les réseaux sociaux. Ça me fait penser, vous savez, au livre de Michel Serres, peut-être que vous avez lu Petite Poussette, qui explique qu'en fait, dans un monde hyper stimulant, on ne peut pas demander à nos élèves, à nos enfants, de construire les mêmes apprentissages que ceux que nous, on a élaborés, évidemment, parce qu'ils sont soumis à tout un tas de stimuli qui sont bien sûr, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vécu. Alors, bien évidemment, il y a ce champ de l'écriture du SMS, mais qui n'est pas à proscrire parce que, encore une fois, multiplie la possibilité d'écrire et des situations d'écriture. Donc, je crois que juste le monde évolue et que il faut se servir de tous les moments où on peut écrire pour accompagner nos enfants. Le monde évolue, la façon de l'écrire pour le décrire aussi, la façon dont la langue aussi change, évolue en temps quasiment réel. Faire évoluer la langue, c'est forcément la maltraiter, comme je viens de le faire d'ailleurs, Aude Denisot. Non, pas du tout. Je crois que c'est normal que la langue évolue, mais là, les problèmes que nous rencontrons sont d'un tout autre style. Nous sommes vraiment en face de jeunes qui n'arrivent plus à s'exprimer, à l'écrit, à l'oral aussi parfois. Mais je ne suis pas pour figer la langue française, loin de là. Il y a des règles d'orthographe difficiles qui pourraient peut-être être simplifiées modérément. Mais là, on parle vraiment de sens avec des phrases qui ne veulent plus rien dire. Et c'est ça qui est grave. Donc, ne plus savoir structurer
une phrase, c'est ne plus savoir structurer sa pensée, Aude Guénaud. Totalement. Et en fait, il y a une corrélation profonde entre le niveau de vocabulaire, le niveau d'élaboration d'un écrit, sa complexité et la capacité réflexive d'un enfant. C'est pourquoi c'est totalement fondamental d'accompagner les enfants dans le côtoiement d'un grand nombre de textes patrimoniaux, le côtoiement d'un vocabulaire riche et élaboré. Chez Plume, on dit que la beauté est un enjeu fondamental pour nos élèves et nos utilisateurs. Il faut qu'ils côtoient un maximum de textes. Il faut que les textes soient extrêmement diversifiés, qu'il y ait de la poésie, qu'il y ait du théâtre, qu'il y ait des textes courts, des textes longs, etc. Parce que c'est par le côtoiement de ces écrits que les élèves vont progresser et vont aimer la lecture et l'écriture. La diversité fait aussi l'enrichissement de cette langue française que vous avez envie de défendre pour vos étudiants, Aude Denisot, et puis pour vos élèves, Aude Guénaud. Je reviens sur la question justement de adapter une langue, c'est pas forcément la maltraiter, parce qu'il y a des anglicismes qui font leur entrée tous les ans dans le dictionnaire. Les anglicismes qui font leur entrée cette année, notamment dans le Larousse, c'est wokisme ou encore NFT. Est-ce que là aussi, avec ces anglicismes, il y a une confusion facile de l'orthographe et de la syntaxe? Parce que le fait d'adapter de l'anglais en français fait qu'on va forcément avoir une écriture plus courte, l'anglais est plus rapide, l'anglais est plus direct. Est-ce que là aussi, au fur et à mesure, finalement, on en vient à déstructurer l'apprentissage de la langue française tout court? C'est possible, c'est quelque chose que moi je ne peux pas mesurer puisque dans mes matières nous n'utilisons aucun anglicisme. J'ai fait vous dire merci votre honneur, mais là du coup vous allez me dire surtout pas. Surtout pas. Peut-être que Aude Guénaud saura mieux répondre que moi. Alors, c'est vraiment hyper intéressant ce sujet de la langue parce qu'on se rend compte que nos cultures différentes appellent des façons de penser qui sont distinctes. Et il y a par exemple du vocabulaire qui fait des allers-retours entre la France et l'Angleterre et qu'on se réapproprie et qui circule, et c'est comme ça que les langues vivent. Donc c'est une chose tout à fait intéressante. Moi, je constate dans mon nouvel univers professionnel que l'anglais, évidemment, est partout dans la Startup Nation. Donc c'est quelque chose que je m'approprie jour après jour. Puisque j'étais bien éloignée de tout cela avant. Je trouve que, évidemment, la langue, la façon, les mots qu'on utilise sont évidemment un marqueur de la pensée. C'est un stigmate aussi de dans quel groupe social on est identifié. Quand je parle avec des investisseurs, bien évidemment, je suis priée d'utiliser le vocabulaire qui est idoine, mais c'est tout à fait naturel. Voilà, c'est la même chose pour nos jeunes qui utilisent l'anglais, le vocabulaire de la culture qu'ils côtoient, etc. Et voilà, c'est un changement qui nous interpelle, mais qui ne doit pas nous empêcher d'apposer une culture classique qui a ses droits, qui est extrêmement belle, qui nous apprend des choses et qui nous enrichit. Ce qui est intéressant en conclusion de cette émission, avec vos deux regards, vos deux expériences partagées d'enseignantes, de start-upeuses, et c'est vrai que l'économie numérique n'est pas l'endroit, où on jargonne le moins, en anglais notamment. On se dit que finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la maîtrise de l'orthographe, on en vient de devenir de véritables caméléons aussi sociaux. Savoir maîtriser l'orthographe, savoir maîtriser la syntaxe, savoir maîtriser le français, ça permet de pouvoir graviter dans des écosystèmes sociaux, économiques différents, de s'adapter en permanence, Aude Denisot. Oui, tout à fait. L'apprentissage de la grammaire structure la pensée et ça, c'est précieux pour toutes sortes de compétences. Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai constaté que les étudiants avec le plus faible niveau d'orthographe avaient aussi plus de difficultés pour comprendre un courriel simple, appliquer des consignes simples. Donc cet apprentissage rigoureux, systématique, va les aider plus tard à se structurer dans leur espace, un petit peu à l'image de la carte et du sextant. Donc on remet de la rigueur dans l'apprentissage, on remet aussi de l'enjeu et du plaisir, parce que, vous le dites chez Plume, il faut donner ce goût de l'écriture, ce goût de l'orthographe à ses enfants, encore une fois, pour en faire une véritable boussole de vie
Complètement, et je crois que le sujet de l'appétence à l'écriture et du plaisir d'écrire est fondamental. La plupart du temps, les enfants se sentent en difficulté parce qu'on va leur rapporter toutes les erreurs qu'ils ont pu faire en orthographe et c'est quelque chose qui est paralysant pour eux. Donc il faut proposer une façon qui soit constructive pour eux d'envisager l'écriture. Il y a aussi plein d'autres dimensions en plus de l'orthographe dans le fait d'écrire. Il y a la créativité, il y a les jeux de mots, il y a tout un pan en réalité artistique qui est très important et qui doit montrer à nos élèves qu'écrire est une joie et écrire est un plaisir. Écrire est une joie, écrire est un plaisir. Ce sont de très jolis mots sur lesquels on termine cet épisode de l'École du Futur. Merci, Aude Denisot. Votre livre, on le lit aux éditions Henrik B. Pourquoi nos étudiants, d'ailleurs, ne savent-ils plus écrire? Et vous le verrez, on trouve des réflexions extrêmement poignantes parce qu'on sent le vécu sur la photocopieuse, notamment, mais pas que sur le fast-food aussi des pédagogies. Merci évidemment, Aude Guignot. On vous retrouve avec Plume, cette application qui nous permet de redonner le goût de l'écriture, le goût justement d'avoir envie des mots tout simplement. Et on peut aussi vous lire dans votre précédent ouvrage qui s'intitulait Le pouvoir de l'écriture, la méthode qui va enchanter l'écriture de vos enfants. Merci à notre boussole permanente, Gaëlle Musquet, évidemment. Et on se dit à très vite en plateau pour notre épisode de l'École du Futur.